Bonjour, bienvenue dans Point de vue. 4 invités, 48 minutes de débat sur l'actualité. C'est la formule de l'émission et une formule plutôt gagnante puisque vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Alors continuez comme cela. L'actualité ce soir, c'est la grogne des maires, réunie en congrès, la calinothérapie d'Édouard Philippe aujourd'hui et d'Emmanuel Macron jeudi peut-elle les calmer? On va en parler. Nous parlerons aussi des comptes du Front National. La Société Générale vient de fermer le robinet du crédit au parti de Marine Le Pen et ça fait beaucoup réagir. Autre sujet qui ne laisse pas indifférent, ce stage hallucinant organisé par le syndicat Sud, stage au cours duquel les profs seront triés selon qu'ils sont blancs ou pas. Et enfin, un dernier thème pour la route, si je puis dire, puisqu'il s'agit des voitures dans Paris. Une fois de plus, la maire Anne Hidalgo en prend pour son grade. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Lucille Schmitt. Bonjour. Vous êtes coprésidente de la Fondation Verte Européenne. Vous avez été conseillère régionale Île-de-France au PS avant de rejoindre Europe Écologie. Et vous êtes aussi l'auteur de La France résiste-t-elle à l'écologie, paru aux éditions Le Bord de l'eau en 2016. L'écologie, la politique locale, on va en parler. Laurent Dandrieux, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du service Société à valeurs actuelles et également responsable de la rubrique Débat Opinion de l'hebdomadaire. Non, plus du tout. Ah, vous n'êtes plus, alors non, vous allez nous dire ce que vous faites précisément. Culture. Ah bah vous êtes rédacteur en chef culture, voilà. Et ben alors on rectifie tout de suite. Pardon. Et vous êtes aussi l'auteur de Église et immigration, le grand malaise, c'est paru aux presses de la Renaissance cette année. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Marc Four, directeur de la rédaction de France Inter. France Inter dont on salue les bonnes audiences confirmées la semaine dernière par Médiamétrie. Et vous êtes, vous, l'auteur de La mécanique médiatique. C'était aux éditions Le Mieux en février 2016. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Marc. Bonjour Marie-Émilie. Rédacteur en chef du service Économie France du Figaro, spécialiste de l'économie, mais dont l'avis est pertinent surtout. On va parler des finances locales, du Front National et des banques, des syndicats de profs. Cette émission est faite pour vous, Marc. Alors, avant de commencer, un mot sur le remaniement attendu. Le suspense continue. Christophe Castaner gardera-t-il son poste de secrétaire d'État aux relations avec le Parlement? On attend l'annonce d'un instant à l'autre, mais bien entendu, on vous le dira si ça intervient pendant l'émission. Les maires de France, maintenant, alors sont-ils les bonnes à tout faire de la République? En tout cas, c'est une opération déminage que lance Emmanuel Macron et son Premier ministre. Ils savent que les maires de France réunis à Paris pour leur 100e congrès sont en colère. Ils ont bien senti le danger de cette grogne qui monte des territoires. C'est en effet devenu le principal cheval de bataille de l'opposition. Chez les Républicains, la maire de Calais, Natacha Bouchard, et le sénateur Bruno Retailleau sont montés au front. On les écoute. Paris, que pour Paris. Tout est concentré sur Paris. Mais non, parce que tout ça va. D'ailleurs, on va revenir au débat. On va vivre et résonner dans les territoires. C'est Paris et toutes les autres communes de France. On s'en fout et on ne discute pas. On nous impose des régimes drastiques budgétaires. Monsieur Macron a un problème avec les territoires. Quand il dit qu'il y a trop d'élus, il ne sait pas que les élus locaux, 90% et plus, sont des bénévoles et qu'on a besoin d'eux parce que tout ce que ne résout pas Paris, c'est eux, les maires, je vais vous dire aujourd'hui. Ils sont devenus les bonnes à tout faire de la République. Sans les maires, il n'y a pas de France. Lucille Schmitt, vous avez été élu municipal. Il a raison, Bruno Retailleau, c'est les bonnes à tout faire de la République? Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un échelon de proximité, les maires. C'est-à-dire qu'effectivement, y compris dans les communes de la Petite Couronne, on connaît son maire, on sait à qui s'adresser. Et en période de difficulté sociale, c'est plus souvent au maire qu'au président de la République qu'on écrit pour demander un logement ou un emploi. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est une bonne à tout faire? Ça, je n'en sais rien. Et le sujet, c'est qu'il y a à la fois des maires, des conseillers régionaux. Vous le rappeliez, j'ai été conseillère régionale, des conseillers départementaux. Et aujourd'hui, il y a un millefeuille territorial qui fait qu'on ne sait plus très bien, lorsqu'on est citoyen, habitant d'une ville, comment s'y retrouver. Donc il y a sûrement un sujet de rationalisation. Après, c'est vrai que traiter les élus locaux par le mépris, c'est prendre le risque de donner aux citoyens le sentiment qu'on les traite également par le mépris.
Ils sont traités par le mépris, Jean-Marc Four, les élus locaux. La haine de la province, comme le reproche Laurent Wauquiez à Emmanuel Macron. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, il y a un risque politique, c'est évident, effectivement, parce que les élus de proximité sont populaires et assez légitimement, parce que c'est l'interlocuteur de proximité. Donc, c'est légitime et donc il y a un risque politique, je suis d'accord. Là où la situation est un peu plus compliquée, c'est que, en fait, si on va dans le détail et qu'on discute avec les élus locaux, on s'aperçoit qu'il y a aussi d'abord, il y a des postures politiques, premièrement, et deuxièmement, plutôt que d'opposer, par exemple, comme le faisait Mme Bouchard, là, Paris et le reste de la France, la différence aujourd'hui est plutôt entre les grandes villes, on va dire, ou les grandes intercommunalités, et les communes plus petites, puisque, d'ailleurs, Jean-Luc Moudenc, maire les Républicains de Toulouse, donc a priori dans l'opposition le reconnaît, il y a aujourd'hui un travail plutôt positif de tentative de contractualisation entre l'État et les municipalités les plus importantes. Voilà. Donc je pense qu'il faut descendre un petit peu dans l'arborescence pour bien comprendre la difficulté qui est réelle pour un certain nombre de communes. Distinction, Laurent Dandrieux, les grandes villes contre les Oui, je crains qu'effectivement le problème de l'effort qu'on demande actuellement aux maires, c'est de mettre un peu tout le monde dans le même panier, au risque de pénaliser les plus petites communes qui ne me paraissent pas responsables de manière prioritaire des dérapages budgétaires qu'on connaît aujourd'hui en France et qui sont effectivement très très utile au maillage social des territoires et au maintien d'une certaine vie dans les provinces françaises. On a l'impression que ce sont des réformes qui sont décidées de très très haut, sans réel souci de la réalité du terrain. Alors, 3 défenses des maires. Marc Landré, vous levez le sourcil, il y a des économies à faire malgré tout? Ah oui, il y a des économies à faire, il y a des économies qui sont faites depuis des années. Et pour un petit peu aller plus loin que ce que vous disiez, les économies qui sont demandées aujourd'hui aux maires, elles vont être faites uniquement dans les grandes communes. Les petites vont être totalement épargnées, puisque grosso modo, là où avant l'exécutif précédent disait on baisse les dotations de tout le monde et après vous vous démerdez, là effectivement Emmanuel Macron fait différemment et contractualise avec les 319 plus grands territoires, plus grandes collectivités de France. Il leur dit voilà, moi je deal avec vous parce que vous représentez... Ça c'est le grand mot, contractualisation. On articule, Marie-Amélie. Contractualisation. 319 collectivités qui représentent 80% des dépenses de fonctionnement des communes, des régions et des départements. Donc il leur dit, il y a 13 milliards d'économies à faire, je deal avec vous. Les autres, je vous laisse tranquille. Donc en vérité, les petites communes, elles vont rien payer du tout. Sur les demandes d'économie, elles s'en sortent pas si mal. En revanche, elles sont touchées sur les baisses des APL, puisque effectivement elles ont des logements à pourvoir avec des gens qui vont toucher un petit peu moins. Elles sont touchées sur la baisse des contrats aidés, puisqu'on va quand même avoir d'une année sur l'autre une division par 2 du volume de contrats aidés en circulation. Il faut se rappeler qu'il y a encore un an, l'exécutif précédent disait aux maires et aux responsables de collectivités, recrutez des contrats aidés, parce que ça va faire baisser le chômage. Et aujourd'hui, on leur dit le contraire. Finalement, on vous coupe l'herbe sous le pied, on vous enlève, on coupe le robinet et vous ne pouvez plus souscrire de contrats aidés. Donc le problème pour les petites communes, et surtout là, il est sur les contrats aidés et sur les APL, plus que sur les efforts d'économie à faire, même s'il y a des grains à moudre. Alors, j'en reviens sur un terrain plus politique. On sait, il n'y a plus de cumul des mandats, on n'a plus de sénateurs-maires, députés-maires. Est-ce que du coup, les grandes gueules, j'allais dire, ne jouent pas la carte justement de l'opposition? Ils sont maires et que Jean-Marc, là-dessus, c'est... Prenons les leaders politiques, prenons les grandes gueules, comme vous dites. Et alors réécoutons, par exemple, ce que disait François Fillon il n'y a pas si longtemps, en disant il ne faut pas 36 000 communes, il en faut 7 000. Et si j'étais président, je passerais de 36 000 communes à 7 000. Ça, c'est assez radical. Il avait même envisagé, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, de soumettre cette idée au référendum. Donc, je veux dire, des idées radicales et autrement plus radicales, il y en a déjà eu un certain nombre sur ce sujet, parce qu'on sait quand même, alors là, j'en reviens aux petites communes, on sait quand même qu'il y a un certain nombre de petites communes, je crois que c'est sauf erreur, une commune sur 2, donc à peu près 17-18 000 en France, la moitié des 35 ou 36 000, est une commune de moins de 500 habitants, je crois que c'est ça. Donc c'est tout petit, et c'est vrai que ça pose des difficultés pour négocier un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on crée des intercommunalités aussi. Parce que les toutes petites entités aujourd'hui, elles ont des difficultés, des difficultés de personnel, mais des difficultés de passer des contrats à des tarifs qui soient, on va dire, acceptables. Donc, enfin, tout ça pour dire quoi? Qu'il faut se méfier des postures. Là, je
je reviens à mon idée de départ parce que je pense que le sujet est plus complexe. Oui, et il est technique mais souvent. est-ce qu'ils ont raison finalement, les Républicains, de prendre ce cheval de bataille? Je pense qu'il faut se méfier des postures, mais il faut se méfier aussi des idées générales. C'est-à-dire dire il y a trop de communes, c'est typiquement une idée technocratique. Est-ce que c'est un bon cheval de bataille pour les Républicains? Je pense que c'est un bon cheval de bataille pour les gens qui ont le souci de l'intérêt des Français. C'est qu'effectivement, les gens sont attachés à ces petites communes. Mais est-ce que ça risque pas de leur revenir en boomerang, ce que disait Jean-Marc, en disant vous-même, vous avez prôné l'intercommunalité, des économies, et aujourd'hui, oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Ils ne sont pas liés par le programme de François Fillon. On peut considérer qu'il y a aujourd'hui des grands maires de gauche, c'est-à-dire que autant la gauche a été décimée aux élections législatives, autant elle reste présente dans les territoires, et ça, à mon avis, la distinction gauche-droite, elle ne va pas de soi. Et la deuxième chose que je voulais dire, moi, par rapport à ce que vous disiez, Marc, c'est qu'il y a certes des petites et des grandes communes, et les petites communes sont épargnées, mais parce que les petites communes sont déjà davantage en difficulté. Elles n'ont pas la force de frappe en termes de négociations financières, en termes de prise d'initiative. On voit bien comment Anne Hidalgo prend la tête de la lutte contre le réchauffement climatique. Elles ne sont pas, les grandes communes et a fortiori les métropoles, dans une relation de dépendance à la contractualisation que vous évoquiez, Marie-Amélie. Donc je pense que c'est normal que les petites communes soient épargnées parce qu'elles sont déjà en difficulté. C'est la différence. Oui, mais on était moins à l'os avant. C'est-à-dire qu'il y a un sujet sur quand on est à l'os, qui est-ce qu'on épargne? Parce que de toute façon, sinon, on tue le malade. Vous savez, il a cessé de rajouter des couches, c'est vrai, on a cessé, et l'autre chose, tout gouvernement et couleurs politiques pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que l'autre chose par rapport à ce qu'on évoque, c'est que c'est difficile de dissocier la question des communes de celle des autres échelons territoriaux, ce qui a été évoqué d'ailleurs par l'un ou l'autre. Et la question, c'est est-ce qu'à un moment on supprime un échelon? Alors François Fillon avait proposé de mettre 7000 communes parce qu'il n'osait pas proposer de supprimer le département. Donc il y a un débat qui dure depuis maintenant 25 ans sur est-ce qu'on supprime l'échelon départemental, mais c'est l'échelon historique et qui s'occupe des questions sociales. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport au fait qu'on est aujourd'hui dans un moment d'inégalité sociale important? On rajoute de la complexité. Je dirais, c'est pas qu'on fait rien, je pense qu'on rajoute de la complexité. Sur le cumul des échelons territoriaux. On rajoute un cumul avec la métropole. De mémoire sous l'ancien exécutif, au départ, on devait supprimer le niveau des départements. Oui. Et puis après, comme ça a râlé, on a dit non, finalement, on va inciter les départements à fusionner. Et au final, il reste quoi? Il y a dû avoir peut-être 3-4 départements confusionnés et c'est quasiment un statu quo. Et on a rajouté les métropoles. Mais juste pour préciser une chose par rapport aux dépenses, il faut bien savoir une chose, c'est qu'on a une croissance de la masse salariale dans les communes depuis 25 ans. Il y a eu certes un transfert de compétences de la part de l'État au niveau des communes, enfin au niveau des niveaux infra et notamment au niveau des communes. Mais savez-vous que 60% des hausses de dépenses des communes sont liées à des décisions communales? Pas des décisions de l'État. Ce n'est pas parce qu'on a revalorisé le point d'indice des fonctionnaires qui pèse pour 40% dans la hausse de la masse salariale dans les communes. En vérité, là où la principale explication pour 60% de hausse des dépenses de personnel, c'est les journées du maire qui sont rajoutées, c'est les augmentations, les primes au niveau local, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a du grain à moudre au niveau communal pour faire des économies, parce que vous avez dans des villes comme Montpellier ou Toulouse, vous avez des gens qui travaillent moins de 35 heures par semaine, qui ont des semaines à rallonge de congés payés, en plus offerts par les municipalités, qui font qu'il y a vraiment un niveau de dépenses qui est beaucoup plus élevé par rapport à la moyenne. Et donc les économies, elles sont avant tout là. Vous êtes d'accord, Lucie Schmitt, c'est là où il y a du gras. Il faut contre-aider, en toute connaissance de cause. Et dans toute la... Oui. C'est là où il y a du gras, la masse Moi, salariale. je pense qu'il faut regarder au Vous cas qui avez par vu cas. le fonctionnement de Et près. en tout cas, ce qui était intéressant effectivement pendant la campagne de Macron, c'est qu'il a rapproché la question des économies publiques de celle des collectivités locales. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des fonctionnaires de l'administration d'État et peu des fonctionnaires des collectivités locales et a fortiori communales. Après, le dossier est compliqué, on va le dire franchement sur ce plateau, parce que quelque part, il y a une relation de proximité aussi entre le personnel et le maire qui existe. Et donc, cette proximité, elle renforce des liens qui sont parfois des liens de nature, je ne vais pas dire qu'ils sont électoraux, mais en tout cas, la proximité existe sur le vote. Il est presque dire clientéliste. Non, je n'allais pas le dire en fait, mais je pense que c'est plus compliqué que ça pour avoir été élu local. C'est des liens de proximité qui effectivement sont très forts, qui sont humains, qui peuvent être parfois clientélistes, tout à fait, dans l'attribution d'un logement ou d'un emploi, ça existe. Après, la question, c'est que justement, dans une transition comme celle-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ce n'est pas seulement des économies budgétaires. Il y a un élément humain qui est très fort.
Le sujet fait réagir. Je vous livre quelques-unes des réflexions de nos internautes. Flo qui nous dit on devrait couper les budgets de l'État et des dirigeants avant de s'attaquer au budget des communes. C'est radical. Raoul, beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Les maires font un super boulot, mais à mon avis, ils sont trop vulnérables financièrement. Et Dominique qui estime qu'en agissant ainsi, le gouvernement veut sans doute la mort des petites communes. Elles seront obligées de se rassembler si ce n'est déjà fait. Donc effectivement, la tonalité est plutôt à la défense des maires. On n'aime pas les politiques, mais on aime son maire. On aime son maire. Et pourtant, il y avait une information en préparant l'émission. Je voyais que 6 Français sur 10 se disent satisfaits de leur maire, mais ils ne sont qu'1 sur 2 à pouvoir citer son nom. Évidemment, plus facilement dans les petites communes que dans les grandes. Et les maires des communes rurales sont mieux connus de leurs administrés, évidemment. Enfin bon, il y a toute cette proximité que vous évoquiez les uns les autres. On va parler maintenant du Front National et des comptes du Front National, puisque la Société Générale, c'est une information révélée par France Inter, Jean-Marc Four, la Société Générale a demandé au Front National de clôturer ses comptes, sans révéler d'ailleurs les raisons qui poussent la banque à couper ainsi les crédits. Alors est-ce une simple mesure de gestion bancaire ou une atteinte à l'exercice démocratique ? Vous allez nous donner vos points de vue, mais on regarde d'abord la réaction de David Rachlin, le responsable de la communication du Front National. Notre relation aux banques est un des grands scandales démocratiques de notre temps. Déjà, au moment de l'élection présidentielle, nous étions en recherche d'argent, en recherche de prêts pour pouvoir mener campagne, et l'intégralité des banques françaises avait refusé de nous prêter un seul centime. Les banques et certains membres de l'oligarchie, sans doute, se servent de leur pouvoir. Ça veut dire quoi, membres de l'oligarchie ? Se servent de leur pouvoir financier, se servent de leur pouvoir financier pour faire en sorte que certains mouvements politiques ne puissent pas faire campagne. Laurent Dandrieux, après tout, elle a raison. La Société Générale, le FN, c'est un client comme un autre. Et si elle veut. Je pense qu'un parti politique ne peut pas être un client comme un autre dans la mesure où il participe à la vie démocratique du pays. Et donc c'est difficile de dire comme ça, sans justification, vous arrêtez d'être client chez nous, alors qu'effectivement, on estime par ailleurs que les partis politiques sont nécessaires à la vie démocratique. On ne peut pas dire, à mon avis, il est impossible de soutenir que ce soit une pure mesure technique, dans la mesure où effectivement il y a le contexte qui fait qu'on a reproché au Front National d'aller chercher des emprunts à l'étranger, mais s'il était contraint d'aller chercher ces emprunts à l'étranger, c'est parce qu'il n'en trouvait pas en France. Donc il y a un vrai problème de fermeture vis-à-vis du système bancaire français vis-à-vis du Front National, qui, de fait, n'est pas traité par le système bancaire français comme un parti comme les autres, ce qui est un vrai sujet. Je ne suis pas spécialiste des comptes du Front National, mais il y a quelque chose, parce que la Société Générale était la banque du Front National depuis des dizaines d'années, nous dit-on, et en même temps, effectivement, ça fait partie des leitmotifs du Front National de dire les banques françaises ne nous accordent pas de crédit, tout ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas un peu un hiatus dans le... Jean-Marc, vous qui avez vu la question de près. Il y en a un, ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire, en fait, dure depuis plusieurs mois. Hein. Elle a débuté dans l'immédiate après législative. Où apparemment la Société Générale a commencé à se poser des questions sur le maintien de ses comptes du Front National. Parce que c'est non seulement les comptes du Front National, mais des fédérations aussi. Il y a eu, semble-t-il, une série d'échanges, si vous voulez, entre la Société Générale et le Front National depuis le mois de juillet, une série d'échanges qui a été déclenchée par le fait que la Société Générale souhaitait arrêter, que le Front National souhaitait continuer, je résume, mais c'est à peu près ça, et qu'autant qu'on puisse le savoir, il semblerait malgré tout que la Société Générale ait des doutes sur la capacité du FN, d'une part, à rembourser un certain nombre d'emprunts, et d'autre part, et des doutes sur, je dis bien, et des doutes, moi je n'ai pas de preuves, bien évidemment, mais et des doutes sur la propreté de certains tracés de mouvements dans les comptes relevés d'argent. Oui, et que ça intéresse Tracfin. Mais c'est en tout cas ce qui semblerait... avoir motivé cette décision, peut-être. Il semblerait. Après, je suis d'accord, on ne peut pas traiter un parti politique comme n'importe quel client, parce qu'effectivement, il y a un enjeu démocratique. Il doit s'exercer aussi pour le Front National, et une banque doit prêter au Front National. Il n'y a pas à discriminer le Front National par rapport aux autres partis politiques. Après, ayant appartenu, maintenant je n'y appartiens plus, mais à un petit parti politique ayant des difficultés financières qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, je peux vous dire qu'on avait avec la banque des discussions qui étaient tout à fait techniques et qui étaient tout à fait financières. C'est-à-dire que le Front National n'est pas discriminé, à mon sens, par rapport à ce qui est le problème des grands partis ayant beaucoup d'argent et de ceux qui ont plus de difficultés. C'est peut-être redoublé parce que c'est un parti, effectivement, qui est un parti d'extrême droite. Mais
Mais en tout cas, avoir des discussions financières, techniques, et avoir le sentiment qu'on n'arrivera pas à se faire prêter de l'argent, moi je l'ai vécu dans un autre parti politique. Donc c'est pas propre à une ostracisation. C'est pas une persécution du Front National. Non, c'est pas une persécution. Et quand on est un petit parti, on a beaucoup plus de difficultés avec sa banque que quand on était le Parti socialiste ou les Républicains. Quand on était, effectivement, parce que ça doit être tout à fait la même chanson aujourd'hui. Marc Landré, vous qui êtes un homme de chiffres, c'est quoi alors ? La Société Générale, raison, tort On ne connaît pas ses motivations, comme l'a dit Jean-Marc. Est-ce que c'est pour des questions bancaires? Est-ce que c'est pour des questions de principe et de morale? Si c'est pour des questions bancaires, il faut qu'elle le motive. Pourquoi elle demande? non plus. Bah, si, généralement avec un client, quand on gicle un client. Son client, mais oui, justement. Même publiquement, dans la c'est mesure son où ça client. devient un enjeu politique. Publiquement, vous dites. Maintenant, oui, si c'est un enjeu politique, si c'est un enjeu purement financier, de compte, de respectabilité des comptes, ça regarde la banque et le parti, en tout cas son client. En revanche, si c'est une question morale, une question politique, ça pose d'autres questions. Je veux dire, soit le FN est un parti comme les autres, et dans ce cas-là, il a le droit d'avoir un compte en banque, il a le droit d'avoir des financements, il a le droit de se présenter aux élections, il a le droit d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle, faut-il le rappeler. Et dans ce cas-là, il n'y a pas à le discriminer par rapport à un autre, soit on l'interdit, on considère qu'il est dangereux pour la démocratie, et il n'a pas le droit d'avoir de compte, il a pas le droit de se présenter aux élections, etc., etc., etc. Mais comme on ne sait pas si c'est un enjeu politique ou un enjeu comptable, c'est compliqué, c'est difficile de... Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est ce que vous nous disiez sur le fait que ça dure depuis des mois, en fait, après les élections législatives, qu'il y a eu un échange qui n'était pas connu du grand public, et qu'il y a une accélération et un débat qui s'ouvre juste après les Paradise Papers. C'est-à-dire que la question de Tracfin est une question très importante. On est aujourd'hui dans un moment où on découvre progressivement de l'évasion fiscale, du blanchiment, etc. Et donc, il y a peut-être aussi une actualité qui fait que du côté de la banque, qui est plus sous pression... Plus liée à d'éventuels malversations, disons le mot, ou qu'aux procédures judiciaires en cours contre le Fonds national et les au niveau européen, soupçons c'est un autre sujet, oui. L'histoire des assistants parlementaires. Oui, c'est vrai qu'il y a 5 millions d'euros en jeu quand même, donc c'est considérable, la somme que réclame de fait le Parlement européen. Bon, mais je pense que c'est un autre dossier, cette histoire du Parlement européen. En revanche, ce qui est possible, c'est une spéculation. Ce qui est possible, c'est que la banque, en l'occurrence la Société Générale, ait un doute, encore une fois, je redis, sur la capacité... Sur l'origine des fonds ? Non, mais encore peut-être même davantage sur la capacité de l'emprunteur à rembourser. Et a fortiori, sachant que dans le même temps, post-législative, les subsides du Fonds national ont diminué. Puisque, oui, on le rappelle. Puisque recul électoral sur les législatives, donc du coup, je sais plus, 500 000 euros en moins, c'est ça? Oui, c'est à peu près, ça il y a 500 000 voix. Vous avez un doute sur la capacité à rembourser, vous ne consentez pas d'emprunt, vous ne fermez pas les comptes. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais c'est quand même un peu violent. C'est un peu radical. C'est assez radical. Ouais. C'est radical, mais après des mois de débat. Donc c'est pas si radical que ça. Valente Saint-Just, le trésorier du Fonds national, dit on ne nous a jamais demandé de précision sur l'origine de nos virements, de nos déplacements. Donc l'hypothèse Tracfin, en tout cas il la démente, puisque si c'était le cas, on peut supposer que la banque aurait demandé ces précisions. Donc ça ne paraît pas très net, et dans la mesure où l'affaire est sur la place publique, je trouve qu'il serait bien que la banque s'explique sur les motivations. Oui, ça me paraît très naturel. Ça nuit à l'image de la Société Générale, le fait d'être la banque, entre guillemets, du Front national ? Je pense que personne ne le savait, maintenant tout le monde le sait. C'est plutôt ça. Est-ce que ça va lui nuire, j'en sais rien. La Société Générale n'est pas dans une forme resplendissante en ce moment. C'est compliqué à dire. Je crois qu'on est dans un système de dédiabolisation du Front National lancinant depuis des années. Je veux dire, les gens ne se cachent plus pour dire qu'ils votent FN. Je ne vois pas en quoi aujourd'hui ça serait une tare que d'être la banque du FN. C'est naturel que le parti qui arrive en deuxième position à la présidentielle est une banque. Ça non, mais ce qui est important, c'est quand même qu'une banque aujourd'hui soit bien gérée. Parce que depuis qu'on a vécu la crise de 2008, on attend d'une banque qu'elle soit bien gérée. Et du coup, les arguments, moi je suis peut-être minoritaire là-dessus sur ce plateau, mais les arguments sur la question de la capacité de remboursement et l'origine des fonds, je trouve qu'ils ont un sens. Encore faut-il les développer. Oui, encore tout à faut-il fait. les mettre sur la mais place publique. Ce que je veux dire, c'est que la Société Générale, à mon avis, n'aura pas de problème d'image si elle s'est développée sur des arguments techniques auprès de l'opinion publique. Disons qu'en refusant de s'exprimer sur les motivations de cette décision, la Société Générale ne fait que entretenir une forme de soupçon. Et il est vrai aussi de dire que le Fonds national n'est pas le seul parti à avoir des difficultés à obtenir des emprunts auprès des banques. Enfin, moi, je vais vous raconter une anecdote personnelle. En septembre d'il y a un an, donc Emmanuel Macron lançait sa campagne, d'accord ? Bon. Je peux vous dire qu'ils cherchaient des fonds. Oui, et les banques ne se sont pas précipitées pour lui prêter même elles ont attendu de voir si le truc mordait, quoi. Voilà. Et quand elles ont senti que c'était en train de mordre, là, il a obtenu ce qu'il voulait. Parce que on prête, encore une fois, on prête, enfin j'allais dire on ne prête qu'aux riches. Non, on ne prête pas qu'aux riches, mais ça facilite. Et au début, tout Emmanuel Macron qu'il était, comme on ne savait pas trop où ça allait, les banques regardaient ça d'un œil un petit peu, oui, j'en sais rien. Or, c'était des millions qui étaient en jeu. Des garanties, voilà. bien sûr.
Il n'était pas certain de pouvoir se lancer dans la campagne présidentielle, parce qu'il lui manquait encore, au moment où ça devenait très sérieux, 50% des fonds nécessaires pour pouvoir faire campagne. Mais parce qu'il avait quand il les a obtenus, il était soulagé, je peux vous dire. Parce qu'il n'avait pas de parti derrière lui. Il n'avait pas de parti, il n'avait pas de structure, il partait de zéro. Et on sait qui a prêté alors, Marc? C'est les banques. Non, mais la question des banques, parce que de toute façon, notamment une grosse banque, me semble-t-il. Il y a une grosse banque, et puis il y a eu la question des donateurs qui a quand même été agitée pendant toute la campagne par certains adversaires d'Emmanuel Macron. Vous avez derrière vous Emmanuel Macron. Non, mais c'était intéressant parce que comme il était tout nouveau, la question, il amenait à poser des questions nouvelles parce que sinon on a toujours l'argent public qui en fait permet d'amorcer. On a l'argent d'un parti qui, lui, est financé par l'argent public. En l'occurrence, il n'avait pas de parti, donc il a fallu qu'il aille chercher, comme dirait l'autre avec les dents, l'argent nécessaire pour pouvoir faire campagne. C'était pas de l'argent public. C'était pas de l'argent public. Sur le chat du Figaro, Tassandar nous dit, est-ce que le NPA ou la France Insoumise ont les mêmes problèmes? C'est un peu la question effectivement qu'on soulevait tout à l'heure sur les petits partis. Les petits partis ont des problèmes avec leur banque et que la discussion est extrêmement serrée avec la banque et que les choses se sont durcies depuis quelques années. Parce que les banques sont plus prudentes Elles sont plus prudentes, elles ont peut-être davantage elles-mêmes de garanties à donner. Et puis, c'est exactement ce qu'on vient de dire, elles parient sur ceux qui vont déjà gagner, dont on sait qu'ils vont gagner. Donc, elles sont en général pas très pionnières sur le fait de prêter. C'est comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Alors, on va parler d'un tout autre sujet, c'est celui de ce stage très spécial, on va dire, que le syndicat Sud Éducation de Seine-Saint-Denis propose aux enseignants. Une initiative qui a d'ailleurs été dévoilée par le Figaro ce matin. Les ateliers de ce stage sont proposés en non-mixité. Traduire, ils sont interdits aux Blancs et ce stage annoncé aussi en écriture inclusive affiche complet. Les thèmes de réflexion sont à l'avenant. On parle de racisme d'État dans l'éducation nationale, de posture dominante des enseignants blancs et on s'interroge sur la vie professionnelle des enseignants racisés. Alors, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a réagi dès hier. Il estime que tout ceci est inconstitutionnel et inacceptable. C'était ce qu'il a posté sur Twitter. Jean-Marc Four, il faut interdire un tel stage? C'est vrai que ce truc est assez vertigineux quand même, voire nauséabond, mais surtout, j'irais même jusqu'à dire contre-productif aussi, parce que c'est quand même étrange. On prétend dénoncer le racisme, la discrimination, et pour ce faire, on fait de la discrimination. C'est quand même tout à fait surprenant. Cet après-midi, d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer, vous citiez son tweet là, mais a été ovationné à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement sur ce sujet. Maintenant, s'il estime que c'est inconstitutionnel, alors il faut rester en justice. Je pose la question globalement. Interdiction, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, non? Laurent Dandrieux. Moi, je ne connais pas l'état du droit sur cette question. Ce qui me paraît évident, c'est que on assiste à un phénomène d'ethnisation. Voilà, il faut prendre des leçons de diction avec Marc il a l'air très fort. De la société française qui provient bizarrement des mouvements antiracistes. C'est-à-dire que ce sont les mouvements qui prétendent lutter contre le racisme, qui ramènent tout à la race et qui, de fait, racisent, comme ils disent. Parce qu'on avait eu le camp d'été décolonial, on a eu les ateliers déféminisation. En tout cas, ce qui paraît très étrange aussi, c'est que ça se présente comme un séminaire de formation, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement militant. C'est-à-dire que toutes les questions qui sont posées sont des conclusions. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'extrêmement militant sur affirmant que l'État est raciste, voilà. Il y a un certain nombre de présupposés. On peut comprendre que le ministre de l'Éducation nationale s'en offusque. Ce qui est très compliqué, c'est que c'est tellement ridicule, absurde, on a même l'impression d'être dans le monde vraiment de l'absurdie, que ça fait oublier qu'il y a des problèmes réels. Moi, c'est là que j'ai envie de réagir. C'est-à-dire que je regardais, d'ailleurs, il se trouve que je connais une des intervenantes, je voyais Nassira Ghanif, là, qui est une jeune femme que je connais de longue date, qui est très bien. Je ne sais pas comment ces personnes peuvent se retrouver là-dedans. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre, même que ceux qui sont intervenants aient bien conscience de là où ils mettent les pieds ou de la présentation militante qui est faite. Et ça fait oublier les discriminations territoriales, les discriminations raciales qui sont très fortes dans notre pays. Et je me disais même, mais comment est-ce qu'on s'est inscrit à ce stage? C'est-à-dire que c'est bien gentil de dire que c'est interdit aux non-blancs
c'est interdit aux blancs. Mais le sujet, c'est, alors on est sélectionné sur le nom, sur la tête, sur une photo. Tout le stage, pour être précis, c'est pas tout le stage qui est interdit. C'est certains ateliers qui sont... C'est des sessions. Mais vous savez, des ateliers non blancs, il y en a aussi dans certaines facultés. Hein. Moi, j'ai déjà vu afficher ateliers non blancs à l'occasion de grèves étudiantes dans certaines facultés. Donc ça existe en fait d'assez longue date. Et là, ça a moins un mérite, c'est qu'on met le projecteur là-dessus parce que c'est justement une formation organisée par un syndicat. Est-ce qu'ils ne font pas quand même preuve d'un peu de naïveté? Parce que quand on regarde et qu'on s'intéresse un peu à la question, il y a la présence de un monsieur qui a été longtemps aux commandes du CCIF, le Comité contre l'islamophobie, le collectif Marwan Maoud. Et donc, on sait que ce n'est pas totalement non plus sorti de nulle part, quoi. Ce n'est pas juste des profs qui se réunissent. Je ne suis pas sûre que tous ceux qui se sont inscrits connaissaient les noms des intervenants. Enfin, bon, moi, je ne sais pas qui était inscrit. D'ailleurs, il est marqué complet. Oui, c'est complet. C'est la journaliste du Figaro qui a... C'est effectivement complet. Mais ce qui est une manière... Enfin, ce qu'il faudrait, c'est interroger ceux qui se sont inscrits, quelque part aussi, parce que je pense qu'on peut aller là-dedans avec une certaine bonne foi. C'est ça que je veux dire. Après, je ne défendrai pas les choses. Je termine juste ce que j'ai à dire. Mais mon sentiment, c'est que les problèmes qui sont décrits sont assez réels, avec des mots délirants, je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier aussi la réalité de ces difficultés. Et ce stage risque de renforcer le sentiment qu'au fond, on est bien entre Français blancs, on raconte bien notre histoire, alors que c'est évidemment l'inverse qu'il faut faire. Voilà. Marc-André. Quand on connaît les origines de Sud Éducation, leur idéologie, leur pensée, leur discours, c'est absolument pas surprenant. Vous dites qui s'inscrit à ces stages-là? Ce sont des stages d'un syndicat sur des questions qui sont des stages de formation qui sont à la marge des questions d'éducation. Ce sont des militants. Ce sont des militants qui partagent la même idéologie que le syndicat pour lequel ils votent ou dans lequel ils adhèrent. Donc bien souvent, eux ne sont pas surpris, ne sont pas choqués. Encore faut-il qu'ils aient exactement connaissance des intitulés des uns d'autres. Mais sur la philosophie générale, ils sont d'accord. Sud Éducation, c'est quoi? Ce sont les anciens autogestionnaires de la CFDT. C'est les plus durs de l'ancienne CFDT quand il y a eu le virage qui a été fait on arrête l'autogestion. Ce sont les plus durs de chez Solidaire, qui sont quand même les plus réactionnaires ou du moins les plus anticapitalistes, les plus mondialistes du monde syndical aujourd'hui. C'est simplement un constat. Donc il n'y a rien de surprenant dans ce que fait aujourd'hui Sud Éducation quand on sait d'où ils viennent et quand on connaît l'idéologie qu'ils prônent. Enfin, je finirais... Syndicat, il faut le préciser, fort minoritaire quand même dans l'éducation nationale. Mais là où je dirais à la limite là où bas blesse encore plus, c'est que ces formations, ou ces pseudo-formations, et je mets de multiples guillemets autour du mot formation, sont faites sur le temps de travail. Oui. C'est-à-dire qu'en plus, les élèves n'ont pas cours. On se posait la question au début de faut-il l'interdire de façon un petit peu abrupte, mais d'après ce que raconte la journaliste du Figaro qui a sorti le sujet, ça fait partie de la formation et il n'y a pas tellement de moyens d'empêcher un enseignant d'y aller. Ils se sont posé la question autour de Jean-Michel Blanquer et ça fait partie de la liberté syndicale et de la liberté, même pas syndicale, et des quotas de formation et des quotas de formation qui sont obligatoires. Non, mais donc ce stage est discriminatoire, c'est-à-dire que moi je ne sais pas s'il est anticonstitutionnel, je pense qu'il est en tout cas illégal parce qu'il est discriminatoire, c'est-à-dire qu'on interdit aux gens de s'y inscrire à raison de la couleur de leur peau. Donc il est, à mon avis, profondément illégal. Laurent Madrieux, vous disiez que ce n'est pas très étonnant venant de Sud. Ceci étant, je ne suis pas sûr qu'ils auraient mis en avant des thématiques comme ça il y a quelques années. On sent quand même qu'il y a une progression de ces thématiques, il y a une infiltration de mouvements d'extrême gauche dans des institutions diverses pour faire progresser cette thématique d'accusation systématique de notre histoire et de notre identité, et que c'est quelque chose qui est en train de monter en puissance de manière très... La révision de l'histoire de France sur des questions racistes, c'est pas nouveau. Non, parce que par exemple, si on relit quelqu'un comme Todorov, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, c'était un de ses sujets principaux de recherche. Il a quand même fait des travaux très intéressants sur notre ethnocentrisme dans nos programmes, qui sont des travaux qui ne sont pas tellement contestés. Enfin, je veux dire, regardons, la découverte de l'Amérique, voilà, un exemple facile. Hein, donc, on ne voit que du point de vue de Christophe Colomb, et il y a des indigènes sur place, et on ne le regarde jamais du côté des gens qui habitaient là avant qu'on y arrive. Radicalement nouveau, c'est la démarche qui consiste à dire, les Blancs, vous allez aller dans cet atelier où la seule chose que vous aurez le droit de dire, c'est à quel point vous êtes coupable. De battre notre coulpe. Voilà, ça c'est quand même radicalement nouveau. En fait, ce qui est idiot dans cette histoire, c'est que ça fait oublier tous les progrès qu'on a fait sur la relecture de l'histoire de France. C'est-à-dire que, moi je vais dire, on raconte des histoires personnelles. Moi j'ai été élevée en Nouvelle-Calédonie et je me rappelle d'avoir appris nos ancêtres les Gaulois en Kanaki. Donc on a fait énormément de progrès depuis, c'était il y a fort longtemps. Mais il y a quelque chose autour de cette révision qu'on a réussi à faire. Et là on dirait
quelque part qu'on est accusé de quelque chose alors que le processus a été plutôt extrêmement positif dans l'éducation nationale. Ouais, si j'ai bien lu les thèmes des ateliers aussi, c'est pas uniquement la question des programmes, hein, c'est aussi une question qui de fait il faut probablement aborder, c'est le personnel éducatif face à ses clients, c'est-à-dire les élèves. Et vous avez quand même un certain nombre d'endroits, il faut regarder les sujets aussi en face, vous avez, pardon de le dire, mais allons-y, je veux dire, un jeune professeur blanc face à une clientèle d'enfants qui, eux, sont de toutes ethnies confondues, et qui le voient, et oui, c'est une façon de parler, et qui le voient comme un blanc. Et donc il faudrait adapter l'enseignement. Non, je dis juste qu'on ne peut pas adapter l'histoire de France. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Laissez Jean-Marc finir et vous aurez la parole après. Ça me semble un sujet qu'il faut regarder. Parce que de fait, je pense que le propos de l'enseignant est pollué par le fait qu'il est perçu d'abord comme étant blanc. Et c'est une problématique dans un certain nombre de quartiers. C'est une vérité. Voilà. Une fois que vous avez posé la question, on n'avait pas la réponse. Donc il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. C'est une vraie question, Laurent Dandrieux. C'est contre ça qu'il faut lutter. Il faut lutter contre le fait qu'un discours commun n'est plus audible par personne. Et que justement, on essaye de fragmenter le discours pour le rendre audible par les différentes communautés. Ça, c'est le truc contre lequel il faut lutter de manière absolument prioritaire. Et Jean-Michel Blanquer, à mon avis, s'y attelle de manière non, mais ce qui est important, c'est que ça très rejoint... nette. Et c'est pour ça qu'il a réagi de manière aussi forte. Rappelez-vous, après les attentats, la façon dont un certain nombre de professeurs, quand il a fallu observer la minute de silence, etc., on dit on nous a confié une mission impossible. Donc moi, je trouve que ce qui est... Peut-être qu'on peut tirer un truc positif de cette énorme connerie, c'est se repencher, quand vous dites qu'il faut lutter, certes, il faut lutter, mais comment est-ce qu'on le fait concrètement et comment est-ce qu'on amène les professeurs avec des cas pratiques à comprendre comment se comporter vis-à-vis des élèves, la diversité des classes, enfin à mon avis, ce sont des vraies questions. Voilà. Je vais donner la parole et accueillir Jean-Baptiste Semerjian, qui nous a rejoint. Jean-Baptiste, c'est un tollé. Alors non seulement des cours de diction, mais aussi des cours de coiffure. Merci Marc. C'est un tollé ou pas cette histoire d'atelier racisé ou pas Oui, beaucoup de critiques quand même en ligne, beaucoup de critiques, mais aussi une certaine sphère de Twitter qui est dans un soutien. Il y a vraiment une opposition, une sorte de sphère idéologique qui s'oppose contre et pour. Et après, il faut aussi se dire que ces ateliers ne datent pas d'hier, ils datent d'il y a un mois, ça a été publié à peu près en 19 octobre par le syndicat Sud. C'est le militant socialiste Nassim Seddiqui qui a sorti ça vendredi dernier. Ensuite, naturellement, il y a eu un buzz, comme on dit, c'est-à-dire beaucoup de gens se sont révélés pour ou contre, comme on expliquait tout à l'heure. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, a été une des premières à réagir en disant « Nous refusons d'étiqueter les enfants des écoles de la République et leurs enseignants en fonction de leurs critères dignes. C'est digne d'une exposition coloniale. » Ils y vont quand même assez fort. Bon, j'ai essayé de revenir un petit peu sur un événement qui nous a peut-être tous marqués sur le même sujet. C'était les commissions non mixtes de Nuit debout en 2016. Et à cette époque, les féministes, les militantes féministes expliquaient cette non-mixité par « La non-mixité est un outil d'émancipation politique par la libération de la parole des populations dominées via un espace de non-confrontation directe avec le groupe dominant. » Vous avez 4 heures. Ça vous a plu. Exactement. Ça m'a pas mal plu. En tout cas, ça convainc et ça permet de comprendre un peu plus que non, il refuse, c'est racialisé, c'est déracialisé, etc. C'est-à-dire que si on est blanc, on est forcément oppresseur, donc on n'a qu'un droit, c'est de se taire. Non, mais ça rejoint le côté dominant et dominé qui est intéressant. En tout cas, on comprend mieux que, attention, c'est que pour les blancs, c'est que pour les noirs. Bon, ça donne une clé de lecture. Pas tout à fait sur la même longueur. Non, pas tout à fait. Non, mais la différence, c'est que là, c'est des commissions où on débat, tandis que là, c'est des trucs de formation. Donc, je trouve que c'est une différence de nature aussi. Moi, j'ai eu des discussions avec Yvette Roudy quand j'étais au Parti Socialiste, parce qu'elle voulait qu'on fasse des réunions où il n'y avait surtout pas les hommes. Et je lui disais que c'était plus intéressant de discuter. Mais elle disait non, on fera ça quand on sera plus forte. Donc il y a cette question de la gradualité. D'ailleurs des organisateurs, c'est de dire ça libère la parole. Toutes les femmes sont différentes, tous les hommes sont différents, je vous rassure. Jean-Baptiste. L'argument qui était des militantes féministes était que si un ensemble de femmes débattent sur le féminisme avec des hommes, l'avis des hommes va gagner. En tout cas, la position, l'opinion des hommes va gagner sur l'opinion des femmes. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient avoir une non-mixité. Ce qui est, enfin, en tout cas, c'est compréhensible. Ça apporte un clé de compréhension qu'on n'a pas spécialement. Je finis en disant que Sud a réagi hier avec un communiqué de presse où ils critiquent surtout leur ministre. Enfin, le ministre de l'Éducation nationale, qui est aussi leur ministre, naturellement. Nous apprécierons qu'au lieu de se calquer sur son agenda sur Français de souche, notre ministre et les organisations qui se réclament de l'égalité républicaine s'intéressent au manque de moyens dont souffrent l'école et nos élèves. Et il conclut en disant que c'est complet. Ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on disait tout à l'heure, qui est... Voilà, effectivement, c'est un sujet de fond, mais il y a, au-delà de ça, le manque de moyens, etc. Moi, je dirais, je conclurai en disant, comme disait Coluche dans Le Maître d'école en 1981, être syndiqué ne dispense pas d'être intelligent. Ça, c'est pour Sud Éducation.
Merci pour ce mot de la fin. Un dernier mot quand même. Le stage, l'intitulé était rédigé en écriture inclusive. Écriture inclusive dont le Premier ministre a fait savoir aujourd'hui qu'il ne voulait plus l'avoir dans les documents officiels. Réaction rapide. On a déjà souvent parlé de ce sujet sur ce plateau. Moi, j'allais dire, il ne faut pas que l'opposition à l'écriture inclusive devienne le fait qu'on n'ait que de la novlangue, c'est-à-dire de la langue officielle. Ça ne me rassure pas qu'Édouard Philippe dise ça. Après, l'écriture inclusive, je trouve ça compliqué, mais je trouve que cette espèce de haro contre l'écriture inclusive est aussi une manière de refermer des débats qu'il faudrait peut-être ouvrir sur qui s'approprie l'orthographe, la question des inégalités scolaires, etc. L'écriture française est compliquée. Laurent Dandrieux. Moi, je soutiens absolument la prise de position d'Édouard Philippe. L'écriture inclusive, c'est un élément de brouillage absolu des repères à une époque qui n'a vraiment pas besoin de ça. Le combat pour l'égalité, il passe par l'écriture inclusive? Ce n'est pas une décision surprenante de la part du Premier ministre. Ça veut dire quoi, ça a sorti de la langue de bois? Je pense que on a eu le débat, voilà, on a vu les termes du débat, cette décision est sans surprise. Et en même temps, parce que sinon on repart pour une demi-heure, enfin je veux dire, vous voyez. Il est favorable à la féminisation des noms de métiers, des fonctions. Bon, Marc-André, un dernier mot. Une citation de Coluche là-dessus, non? Non, mais par contre, je suis comme le Premier ministre, je suis pour la féminisation des métiers. Par contre, c'est un autre sujet. Des noms de métiers ou des métiers? Des métiers. Alors, c'est une femme à la tête de Paris. La maire de Paris s'est pris un nouveau scud, on va dire, un rapport déniché aussi par le Figaro, très critique sur les conséquences de la fermeture de la voie sur berge aux voitures. Une piétonisation qui a entraîné plus d'embouteillages, plus de pollution, selon ces experts qui ont travaillé pour la région Île-de-France. Mais Valérie Pécresse, la présidente de la région, et les Républicains d'ailleurs en général, ne s'emparent pas vraiment de la question. Alors, Lucile Schmitt, finalement, si on est vraiment écolo, il faut revenir sur cette fermeture des voies sur berge. Expliquez-nous, en 3 mots. Je sens que vous avez envie de déclencher une polémique, mais écoutez, non, il ne faut pas revenir là-dessus. Après, moi, je voulais dire une chose pour défendre Anne Hidalgo, une petite chose, c'est que c'est difficile quand on fait de la politique de voir les choses à 10-15 ans. C'est-à-dire que je pense qu'elle a, de manière assez forte, et en prenant la suite de Bertrand Delanoë, décidé que l'écologie était une vraie question politique. D'ailleurs, elle s'en est emparée en prenant la tête d'une association des maires de grandes villes au niveau mondial. Donc elle porte quelque chose et avec une vision. Après, la difficulté sur les voies sur berge, c'est qu'on voit qu'on est partie prenante d'un système, et ça ne m'étonne pas que Valérie Pécresse ne soit pas emparée du sujet politiquement pour lancer un scud, parce qu'elle sait bien que c'est compliqué la circulation. C'est-à-dire, on vient à Paris en voiture parce qu'on veut continuer à venir en voiture ou qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a des motivations très différentes. Et il y a un problème de transport en commun. C'est-à-dire que quand on aura le Grand Paris Express, peut-être qu'on aura moins de voitures. Donc la question, c'est comment on se projette dans l'avenir. Et pour l'instant, c'est sûr que ce n'est pas une grande réussite. Mais je pense qu'on peut essayer de se dire qu'on est peut-être à un point d'étape qui n'est pas très favorable. Et je voulais quand même ajouter une chose, c'est qu'on a fait les choses peut-être pas dans le bon ordre. Là, pour le coup, j'enverrai un petit scud à Anne Hidalgo. À Londres, on a fait des grands parkings. Et en bordure de Londres, on a fait du péage urbain. Donc en fait, interdire des voies à la circulation, ça fait partie d'un système de mesures. Et je pense que là, on a fait un truc qui est très sympa pour les Parisiens qui habitent à côté, c'est super. Et on n'a pas pensé Grand Paris. Donc on a un sujet, on pense le Grand Londres, nous on ne pense pas assez le Grand Paris. C'était quoi? C'était le côté symbolique, Laurent Dandrieux. Il fallait. Parisien, c'est pas très sympa. Moi, et deuxième partie de ma question, c'est effectivement pourquoi la droite ne s'empare pas. Elle est gênée aux entournures un peu avec cette histoire de. Si j'ai cru comprendre, c'est un rapport qui a été commandé par Valérie Pécresse. Mais en général sur ce sujet, on ne peut pas dire que la droite monte vraiment au créneau. Le plan climat a été adopté à l'unanimité hier au Conseil de Paris. Voilà, c'est pas un sujet de bataille qu'elle enfourche à fond. Plus de leader à droite à Paris. Oui, il n'y aurait plus de leader à droite. Y a-t-il une droite encore? C'est une vraie question. Moi, ce que je trouve un peu effrayant de cette affaire, c'est qu'on a l'impression qu'on pourrait accumuler tous les rapports possibles, aussi négatifs soient-ils. Anne Hidalgo, en fait, s'en fout. Parce que son but, c'est pas de modifier le réel. Son but, c'est un but purement idéologique, c'est de dégoûter les gens. Et à la limite, plus c'est le bazar, plus elle est contente. Parce qu'elle veut dégoûter les gens de la voiture. Plus c'est le bazar, plus elle est contente, Anne Hidalgo. Elle veut dégoûter les gens, mais oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense effectivement qu'elle veut dégoûter les gens, absolument. Mais après, on peut être d'accord avec elle ou en désaccord. Mais on peut être d'accord aussi avec elle et estimer qu'elle a raison de vouloir dégoûter les gens. C'est ça, en fait, le sujet est là, si vous voulez. C'est-à-dire que le rapport soit accablant, mais ce n'est pas une surprise. Mais c'est logique que le rapport soit accablant, voilà. C'est-à-dire que, oui, évidemment, les gens continuent à prendre leur voiture. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plus d'embouteillages sur les zones où, au lieu qu'il y ait 4 voies, il y en a 2, etc. Et puis, la pollution qui était là, au lieu qu'elle soit d'un côté, elle est passée de l'autre. Bon, oui, d'accord, c'est QFD. Enfin, c'est absolument sans surprise. Après, la vraie question politique derrière, c'est effectivement de savoir si elle a raison de vouloir dégoûter les gens. Voilà.
voilà, c'est ça le sujet. Et on en a parlé déjà une fois ici, je me souviens. Donc la vraie question, c'est quelles conséquences tire-t-on de ce type de rapport? Et encore une fois, il y a deux options. Hein. Soit on dit, il faut arrêter parce que vraiment c'est n'importe quoi, soit on dit, il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense que Anne Hidalgo est sur la deuxième position, parce qu'effectivement, elle estime, en tout cas, je pense, de bonne foi, quand elle dit ça, qu'à 10 ou 15 ans, c'est dans l'intérêt supérieur, l'intérêt général, que d'aller encore plus loin. Voilà. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Lucie Schmitt avant, c'est-à-dire que ça n'a pas été pensé global. Pour connaître un peu Londres, ça avait été pensé davantage global, effectivement. Si dans le même temps, vous n'avez pas un plan plus général sur, allez, on double le nombre de bus, on multiplie par 5 le nombre de vélos, etc., vous n'avancerez pas parce que les gens vont continuer à prendre leur voiture, donc on va continuer de s'empaler dans des bouchons qui ne vont cesser de croître. Marc Landré, vous qui êtes soucieux de notre santé, c'est un argument souvent employé par Anne Hidalgo en disant un jour on nous fera un procès parce qu'on n'aura pas pris soin suffisamment de la santé de nos concitoyens. C'en est un ? Oui, c'est sûr que la pollution, ça tue. C'est tautologique. Hein. Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit autre chose. Et comme disait Jean-Marc, le fait de déplacer les voitures d'un point A vers un point B, on déplace la pollution d'un point A pour un point B. Mais ceci dit, que les grandes métropoles internationales, et dont Paris fait partie, soient des villes polluées, avec des risques pour les enfants, notamment, et pour les personnes âgées, je veux dire, ça se sait. Il suffit de prendre, par exemple, autrement que sur des questions purement de pollution, ou du moins liées à la circulation, vous prenez les pics de canicule qui sont aggravés par les questions de circulation. Je veux dire, qui sont les premiers à en souffrir? Ce sont les jeunes et les personnes âgées. Donc oui, qu'à terme, ça ait une incidence sur la santé et que ça puisse avoir une incidence ou une conséquence pénale, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que ça soit la première des finalités pensées par... Mais alors quoi Non, mais elle l'assume. Pourquoi ce que soulignait Lucie Schmitt, pourquoi elle a mis ça dans cet ordre-là? Pourquoi pas d'abord avancer sur un plan plus Parce que c'était beaucoup plus simple. C'est une question de gros sous aussi? Non, je pense que c'est une question de court-termisme. De court-termisme. Effectivement, pour des questions de ralliement peut-être d'une partie de la cause écologique, il fallait prendre des décisions radicales tout de suite, et elle n'avait pas le temps forcément de penser à un schéma beaucoup plus grand, et compris qu'elle devait négocier avec des territoires ou des collectivités, départements, limitrophes, régions, avec lesquelles elle n'a pas forcément d'affinité. Et franchement, je veux dire, il faut être un chat pour ne pas avoir et ne pas savoir qu'entre Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, je veux dire, c'est pas l'amour fou. Donc c'est compliqué, même si avant Valérie Pécresse, c'était une majorité socialiste qui dirigeait la région et qu'il aurait été plus simple de s'accorder avec elle. Mais il y avait des rivalités politiques entre Bertrand Delanoë et Jean-Paul Huchon qui ont aussi rendu difficile le fait de pouvoir établir un plan au niveau régional. C'est aussi parce qu'on ne raisonne pas Grand Paris, en fait. C'est-à-dire on ne pouvait pas, il n'y avait pas la métropole. Là, pour le coup, moi, je suis pour la métropole parce que ça permet d'avoir un territoire où on pourrait justement raisonner comme le Grand Londres. Et puis, la deuxième chose, c'est que il ne faut pas inverser les choses. C'est quand même pas Anne Hidalgo qui fait que les gens prennent leur voiture. Il y a aussi dans la transition écologique, il y a une transition mentale en fait, culturelle. Donc ce qu'on vit, non, je ne crois pas qu'il y ait toujours un besoin. Je crois que, écoutez, je ne crois pas que c'est arrêter dans les embouteillages, c'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Non, je ne crois pas. Je crois que ça dépend des gens. Je l'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'il y a effectivement des obligations économiques pour certains, pour les artisans, pour certains commerçants. Mais je crois qu'il y a aussi des gens qui préfèrent être tout seuls dans leur voiture comme une bulle de confort pour écouter leur radio, et que les transports en commun, c'est souvent un peu compliqué quand le RER a des difficultés, etc. Donc je crois qu'il y a un mélange et que, quelque part, quand on veut être un politique qui a une vision, il faut affronter les conflits et que ça ne nous fait pas de mal aussi de nous apercevoir que parfois le court-termisme électoral peut être combattu avec des mesures qui... On verra dans 10 ans. Moi, je voulais juste dire une petite chose. C'est qu'il y a eu, je termine, il y a eu une commission au Sénat sur la pollution de l'air et rappelez-vous, il y a quand même un grand professeur de médecine qui en même temps a été consultant pour Total, qui a osé dire que la pollution de l'air ne causait pas de cancer. Bon, il a été condamné et on prend petit à petit des mesures, on s'aperçoit qu'il y a des choses importantes. On est aussi dans un moment où on découvre des choses qui n'étaient pas dites auparavant. Donc il faut prendre le risque de dire des choses nouvelles et parfois d'avoir de nouveaux conflits avec des personnes qui veulent toujours prendre la voiture, y compris pour des raisons de confort. Il y a beaucoup de gens qui ont impérativement besoin de leur voiture, c'est tout à fait exact. Il y en a aussi un certain nombre qui la prennent par habitude culturelle, puisque dans les agglomérations, on estime encore une fois qu'il y a à peu près un tiers des trajets qui sont des trajets de moins de 3 km. De moins de 3 km. Mais est-ce qu'on peut décerner des bons points, dire oui, les artisans, ok, mais pas celui qui a envie de travailler dans sa voiture et de passer des coups de fil qui sont prises. Il y a des obligations professionnelles. Je veux dire, l'artisan, il est obligé de se déplacer de client en client. Quand on peut changer les habitudes, changeons-les, et sinon respectons les obligations professionnelles. Moi, j'ai pas de voiture. Bon, c'est une info comme une autre.
Merci Marc. Pas de quoi. Merci à tous les 4. On n'aura pas eu le fin mot de l'histoire sur le remaniement attendu. Un pronostic, non, pas vite fait là comme ça. Non, bon. Et s'en fiche. Et on me dit l'info de la soirée qui nous emmène un peu plus loin, c'est que Mugabe démissionne. Donc voilà, le président du Zimbabwe. Merci beaucoup à tous les 4 et restez sur Figaro Live. Figaro Live où vous avez Marie-Laetitia Bonavita qui reçoit le chercheur et historien du CNRS Pierre-Jean Luizard. Pierre-Jean Luizard pour son passionnant livre Décryptage sur les enjeux des rivalités entre sunnites et chiites au Moyen-Orient. Et à demain pour un nouveau point de vue présenté par Guillaume Roquette.